Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine. Réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, vous allez découvrir les portraits de Mara Seck, musicien, d'Iman Djamil, photographe, et du plasticien Bamouin-Sinzé. Direction Dakar, au Sénégal, pour rencontrer Mara Seck, musicien. Je m'appelle Mara Seck, artiste, chanteur, percussionniste. Je suis né ici. Ouais. Je suis content à chaque fois de venir ici parce que je suis chez moi, quoi. Ici, c'est mon base, c'est ma maison de famille. Il y a beaucoup de monde à chaque fois dans la maison parce qu'il y a tout le temps des gens ici dans la maison parce que c'est souvent les grandes maisons des griots, c'est comme ça. Je suis né dans une grande famille de griots qui s'appelle le 5-5 Family. Mais 5-5 Family, c'est trop grand aussi. Hein. Mais ici, la maison que je te parle là, le premier fils de 5-5, c'est sa maison. Il s'appelle Baïmbor. Je ne sais pas à quel âge même que je peux te dire que je commence à faire la musique. Je ne peux même pas, parce que je suis né dedans. Donc, je suis grandi ici, j'apprends, je jouais, dansais, chanter, tout ça. Il y a mon oncle qui jouait dans les saveurs de rue, parce que tu sais, ici, c'est comme on dit, l'art urbain. Mais la saveur de rue, c'est une tradition sénégalaise depuis des années. C'est un moment que les femmes sénégalaises se montrent leur beauté. Parce que c'est le moment de défiler. Donc les griots, ils vont venir pour jouer, pour faire danser les gens, pour faire l'ambiance, pour partager aussi. Souvent, les filles se préparent, par exemple, un savoir de rue. Les filles qui peuvent venir te voir, ils disent, mais nous, on va organiser un savoir de rue pendant la nuit, un samedi soir. Donc ils vont faire des soutiens, des parrains, des marrains, et que tout le monde va venir avec son délégation, ils vont donner l'argent. Et les filles sont très contentes, ils vont se mettre à tous pareil, les mêmes habits, tout ça, très belle. Mon oncle m'a mené dans les sabbats de rue. Et à un moment, certains moments, il me dit, venez danser. Il me présente, ouais, c'est Mara Seck, c'est le fils de tel. Donc les gens disent, ah ouais. Moi, quand je danse, les gens sont contents, ils me donnent beaucoup d'argent. Des pièces, surtout des pièces. Hein. Donc ça me faisait plaisir parce que j'ai dit, waouh, mais ça c'est très cool parce que moi, je danse, ils me présentent, donc tout le monde me donne l'argent. C'est des trucs que je n'oublie jamais quand j'étais gamin. Quand un griot, c'est important de commencer de jouer dans les savoirs de rue, les mariages, les baptêmes, parce que c'est les griots qui l'animent, c'est eux l'ambianceur. Quand on voit un mariage ou un baptême, s'il n'y a pas les griots, c'est vide, il n'y a rien. Je grandis aussi à chaque fois qu'on me dit, ouais, toi, t'es le fils de. Ça reste toujours dans ma tête. Mais après, à un certain moment, je commençais aussi à apprendre aussi, de danser dans les orchestres de Mbalax ici. Souvent, je partageais beaucoup de chaînes avec les grands artistes ici au Sénégal, de danser sur scène avec eux. Et après ça, je commence aussi à apprendre comment on joue le tambour, le sabar. Ça, c'est le sabar. C'est un instrument qui appartient qu'ici au Sénégal. Et c'est que les familles de griots qui jouent ça. On ne sait même pas c'est quel moment que venir le sabar. Mais en tout cas, on dit que le secret de sabar, ça vient dans une spirituelle, mystique. Quelqu'un qui est perdu, qui est parti, je ne sais pas, faire autre chose. Donc moi, je peux l'appeler dans le sabar. Je peux dire... Il sait que je l'appelle. Ça téléphone, le sabar. Lui, c'est quelqu'un qui nous apprend quand on était petit, le sabar. Merci Lui, il s'appelle Baba Sey. Nous, quand on était gamins, il nous emmenait partout, dans les baptêmes, les mariages. On jouait avec lui, tout ça. Donc, voilà. Et donc, là, il a entendu, il est rentré. Voilà, il a entendu, voilà, c'est ça. Parce que ça appelle. Baba Sey, bravo Baba.
nice. dama ne woon bàyyi na. Non, mais yaa ma tax. Lamine. yaa ngi si jàmm. Quand j'étais gamin, j'ai écouté beaucoup les rétros. À l'époque de mon père avec Youssou, c'est Youssou Ndour et mon père qui ont fondé le Super Étoile. Mon père, donc, c'est Sénégal, tout le monde le connaît à la sec. Salam alaikum. On est dans le quartier, donc voilà, tout le monde se connaît, je connais tout le monde parce que voilà, c'est mon quartier de naissance, la Médina. C'est le fils d'Allah Seck, vous savez. Ses ancêtres, c'est des artistes. Il n'est pas quelqu'un qui a appris l'art dans les écoles ou c'est le sang, c'est dans la famille. C'est sa lignée qui est artistique. Ton père, c'est un grand danseur. Ah, c'est lui qui a le premier à commencer à mettre des paroles dans la musique de Youssou Ndour. Je vous conseille d'écouter son père. Parce que son père est l'un des plus grands artistes qui a connu ce pays. Mon père, quand il est décédé, j'ai 2 ans. Je suis donc je suis mon père, il est parti très jeune. Il a vécu pas longtemps, mais il a marqué les esprits des Sénégalais. Mon père, il a fait autre chose, mais moi, j'ai en train de faire une autre part de ma carrière, de créer un autre style. Et je vais continuer dans ce travail de chercher toujours de faire des choses qui sont vraiment différentes. Tu es une bonne graine pour nous. Continue. En tout cas, on est là. On te soutient. Quand j'étais petit, tout le temps on me dit oui, toi, ton père, c'est un grand moucher, tu es le fils de... J'ai grandi avec ça, les gens me parlent le fils de son père, Mara Seck, ton père, avec Youssou Ndour, ton père, c'est un génie. J'ai dit, ah ben moi, je vais réussir, alors mon père, il est génie, donc je crois que c'est facile. Mais en fait, non. Je prends beaucoup de coups, beaucoup de moments difficiles. Il y a beaucoup de gens qui te regardent, qui disent, est-ce que lui, il peut y arriver? Est-ce qu'il peut faire comme que j'arrive? Devenir le fils de son père, il faut que je travaille. Commence à bosser très dur pour arriver vraiment aujourd'hui là que je suis en train de faire dans la musique. De fur et à mesure, des années passent. À un moment, je dis, je pense que cet instrument, ça peut parler autrement sur certaines manières. C'est ça qu'on a créé avec la musique aujourd'hui, ce qu'on fait. Je voyage, je suis très jeune. Avant, j'étais dans une groupe qu'on faisait des concerts partout en Europe. On faisait des musiques de jazz, funk, on mélangeait plein de musique. Et à un moment aussi, moi, j'ai dit, tiens, moi, je pense que je devais penser sur quelque chose qui peut parler, pas que le Sénégalais, mais l'Africain, l'Européen, l'Asiatique, tout le monde. Si tu vraiment bien réfléchir, fais une bonne recherche sur quelque chose avec ces instruments-là que ce n'est pas encore connu dans le monde, il faut que je fasse quelque chose qui peut parler. C'est ça qu'on a créé Gis Gis Boubès, qu'on fait musique, sabar électronique. Gis, de regard. Boubès, le neuf, quelque chose de neuf. Mais donc je peux dire nouvelle vision. Si jugo fu sori lool ñu am ci lu dul mbégte ak kontaan ñu teeru leen te dalal leen waaw ganganaleel ba ñu kontaan walleen teranga Galsen ak lu ñu moom ak sunu cosaan bañ leen di naxe mbaay ñu bu ñu demee bëgg dellu si fi ci sunu réew waaw ñu ku la yëg moo la sonal ñu nekk yéen yàlla moo ñu boole ma war a sente ay. Mais le savoir, de toute façon, ça nous appartient à nous. Donc le savoir, je pense que c'est le moment d'innover, de vraiment de créer autre chose. Parce que les gens, ils ont besoin de penser, de voir autre chose. Les grands qui ont déjà passé, ils ont déjà vécu leur temps. Donc nous, les jeunes, il faut qu'on vienne pour innover, pour créer autre chose, pour parler aussi le monde entier. Tous les grands, tous les gens de la musique, quand ils entendent notre projet, ils disent waouh, c'est intéressant là, c'est que vous faites vraiment bravo de cette innovation, de créer ça. Si on me dit le fils de son père, je suis fier, je dis oui, parce que j'ai créé quelque chose vraiment qui parle le monde. Donc je dis il faut continuer de créer pour amener la musique africaine, surtout Sénégal, en avant pour représenter le monde. Ouais.
partons au Maroc à la découverte d'Iman Jamil, photographe. Je m'appelle Iman Jamil, je suis photographe. J'ai commencé la photo au tout début du collège. Je faisais des photos vraiment pour l'esthétique. J'avais pas beaucoup d'amis, du coup je traînais beaucoup sur internet. Il y avait beaucoup de blogueurs un peu partout dans le monde qui faisaient de la mise en scène, qui pouvaient sortir tous leurs meubles par exemple, fermer toute une rue et réinstaller tout ça, faire poser leurs amis. Et du coup, j'ai commencé à faire pareil, mais à Casa. Et à 16 ans, en fait, on avait travaillé sur un projet avec une autre artiste. On était parti de Casa à Dakhla. Et je pense le troisième arrêt, c'était la ville de Tarfaya, que je connaissais pas du tout, enfin que je connaissais de nom, mais je ne voyais pas du tout à quoi ça ressemblait, je connaissais pas l'histoire de la ville. Et du coup, on arrive et là, gros coup de cœur. En fait, tout le littoral de la ville était en ruine. Mais en même temps, il n'y avait pas de signalétique ni quoi que ce soit, donc tu te retrouves dans un coin un peu fantomatique. En même temps, c'est vraiment déglingué, donc des fois, tu n'arrives même pas à reconnaître l'influence, tu ne sais pas c'est quelle architecture exactement. Et du coup, après, on a dû tracer, donc j'ai pas pu passer beaucoup de temps là-bas, mais je suis revenue un mois après. Enfin, je m'en rappelle, c'était assez drôle parce que j'étais en cours et je m'emmerdais beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais me barrer un peu. Et en fait, j'ai pris un bus, je suis repartie à Tarfaya, je suis passée une petite semaine là-bas, j'ai fait mes photos. Mais quand tu es partie, t'as prévenu ta famille que tu partais? Non. Non, mais en fait, j'ai eu beaucoup de chance en étant ado parce que j'avais beaucoup de liberté. Mes parents ne me posaient pas trop de questions, donc c'était cool. Ouais, de temps en temps, ils piquaient une petite crise en me disant « tu vas jamais avoir ton bac » ou des trucs comme ça, mais sinon, je pense qu'ils me faisaient confiance, quoi. Well, the soul of a man can be heavy to bear. Pain and bad luck, I should have had my share. Oh yes, I have. Je faisais une grosse fixation sur le romantisme en poésie. J'étais fascinée par les auteurs qui faisaient des sortes d'autoportraits par le biais de la nature ou du paysage. J'étais justement fascinée par le fait de rentrer dans l'intimité de quelqu'un sans que ce soit explicite. Au lieu de traiter quelque chose de manière très frontale, voir comment tu peux passer par d'autres circuits, mais qui au final te permettent de parler de toi-même, mais avec une sorte de pudeur, quoi. Et du coup, justement, Tarfaya, mon rapport à la ville était très lyrique au départ, très poétique. C'était vraiment comment voir les architectures abandonnées ou en tout cas une sorte de désuétude comme une sorte de miroir. Jusqu'à ce que mon rapport devienne un peu plus réel, ou enfin, je ne sais pas si politique est le mot pour, mais en tout cas plus terrestre, quoi. Et là par exemple dans les derniers projets que j'ai fait autour de la ville, il y a moins ce côté-là. Enfin, il y a toujours un peu de poésie parce que ce qui m'intéresse c'est le docu-fiction. Mais le documentaire est quand même au centre du projet, donc tu as quand même un rapport assez étroit avec la réalité, l'état des lieux de la ville, sa géographie, son histoire, etc. etc. D'écrire un projet, le fait de le rêver, ça permet de travestir un endroit, de le détourner. Et au final, au lieu d'avoir par exemple une photo d'une piscine vide et ensablée, tu vas avoir la piscine qui est reprise par un groupe d'enfants ou un groupe d'adolescents. C'est-à-dire que tu pars d'une réalité, mais la réalité, tu n'es pas obligé de la montrer exactement comme elle est. Tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux vraiment travailler étroitement avec ton sujet, qu'il soit un lieu ou un groupe de personnes, et ensemble en fait vous pouvez par justement la composition, par l'histoire que vous racontez, être honnête toujours, c'est-à-dire que l'endroit est là, mais raconter une autre version, peut-être un peu moins pessimiste dans le cas des ruines, quoi. Ce qui me fascine dans les ruines, c'est surtout que c'est des traces du passé, encore visibles au quotidien. Et souvent, j'ai l'impression qu'on a tendance à avoir un rapport très binaire à la ruine, c'est-à-dire soit à l'idéaliser, soit à toujours la renvoyer à sa fonction passée. Alors qu'une ruine,
c'est avant tout un corps indépendant de sa condition d'existence. Il existe en tant qu'architecture et pas corps lié à une partie de l'histoire. Et d'ailleurs, ces ruines-là de Tarfaya, la plupart viennent de la colonisation espagnole. Qu'est-ce que t'en fais en fait ? Est-ce que tu préserves ou est-ce que tu rases parce que c'est quand même lié à une histoire qui n'est pas nécessairement acceptée par les études postcoloniales. Je suis persuadée que les ruines ont quelque chose à raconter en tant que corps. Par exemple, le cinéma qui n'est plus un cinéma, par l'observation de son corps, de son attitude, entre parenthèses, il a des choses à raconter. Il faut arrêter d'avoir un rapport très binaire à la ruine et la considérer en tant que ce qu'elle est, c'est-à-dire un corps architectural avant tout. Ça m'intéresse de raconter les histoires des périphéries en fait, que ce soit la périphérie de Casa, mais même avec Tarfaya c'est un peu pareil parce que c'est une ville dont on parle très peu. C'est une ville très romancée dans le sens où les seules fois où on va en parler, on va parler du Petit Prince qui apparemment est un personnage qui est né là-bas pendant que Saint-Exupéry y habitait. Donc voilà, j'aime bien raconter d'autres histoires en marge de l'histoire officielle. J'aime beaucoup le jeu, le travestissement, le détournement. J'ai toujours beaucoup aimé me déguiser par exemple. J'ai toujours été fascinée par David Bowie. Et au début, c'était pas sa musique, c'était vraiment son personnage. Le fait de mourir, de renaître, de mourir, de renaître, d'être à la fois Ziggy, Tin White Duke. À un moment, quand j'habitais à Marseille, je m'emmerdais beaucoup. En fait, je me suis inventé un personnage who's half American, half Armenian. Et en fait, je faisais plein de lieux que je faisais pas nécessairement en tant qu'Imen. Donc j'avais ma garde-robe, mes cheveux roses. Et de temps en temps, voilà, je sortais avec Rita faire genre des lieux comme des casinos ou... Enfin bref. Alors je sais pas s'il y a deux Imen, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en tant que Imen, j'aime beaucoup le jeu. Ouais. Cap sur la Côte d'Ivoire pour retrouver le plasticien Bamoin-Sinzé. Mon nom c'est Sinzé Axel Angenor. Je suis artiste plasticien. Le nom d'artiste c'est Bamoin-Sinzé. Normalement, le Bamoin signifie bel enfant, selon ma mère, mais selon d'autres baoulés, signifie enfant fétiche. En art, le Bamoin a pris le dessus. Et Axel, c'est le gars qui s'amuse, qui aime ses amis, tout, mais bon. En art, c'est une autre vision. Mon travail se concentre plus sur l'évanescence, l'étude de tout ce qui est futile. Je dirais pas frivole, mais l'inconstance à travers la constance. Je me concentre plus sur tout ce qui est éphémère. J'utilise la suie, la fumée pour traduire cette pensée-là et dernièrement aussi la scie à travers les sculptures. J'ai pas ce parcours classique-là de dire que très tôt j'ai été piqué par les arts. C'est vrai qu'avec un père enseignant passionné de musique et littérature, ça devait certainement me piquer, mais si je devais être vraiment passionné par les arts, ça devait être soit la littérature, soit la musique. En pleine crise d'adolescence, comme tout le monde se cherche, cette période de rébellion-là que j'ai commencé à aimer l'art. En fait, c'est par le biais de ma mère. J'étais dans un magazine où dans les dessins et les comics, j'ai commencé à dessiner et tout. Et j'ai commencé à aimer. Puis une fois, elle m'a dit, mais le temps que tu fous à l'école à ne rien foutre, pourquoi ne pas aller dans un institut qui va te permettre de t'exploser? J'ai dit, moi, pourquoi pas essayer? Bon, la toute première fois, j'ai présenté le concours du Léa, ça n'a pas marché. La deuxième fois, encore, ça n'a pas marché. Je lui ai dit, bon, ok, c'est pas la peine, on tape là, je m'en fous, de toutes les façons. J'ai tenté une dernière fois et là, le déclic s'est installé. La fumée, c'est un élément comme tout autre. J'étais en deuxième année, j'avais ce souci-là de vouloir ne pas suivre la ligne. Ça a toujours été comme ça, c'est ma nature. Et c'est suite à l'intervention de l'un de mes professeurs qui m'a dit, mais essaie de sortir de l'ordinaire.
C'est de là que ça a créé ce déclic-là. J'ai vu une bougie, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Comme toute personne normale, on arrête. Mais là, non, j'ai continué. Je suis allé acheter un chalumeau, j'ai commencé à dessiner, passer avec le chalumeau. C'était plus, dans le début, c'était plus de la gravure que de la suie. Mais c'est avec le temps que j'ai fini par comprendre que la fumée laissait des formes assez évanescentes. D'où ce thème que je suis maintenant. Si on doit assimiler l'évanescence à l'être humain, c'est un être qui est incompréhensif, qui est mystérieux, qu'on ne peut saisir. Ce sont les fantômes, ce sont des formes spectrales, des trucs assez à perte de vue qu'on ne peut saisir. Au contact du vent, il y a certaines formes qui n'arrivent pas à bien sortir. Mais souvent aussi, je laisse la fumée s'exprimer. Mais il y a des moments où je la conditionne à ma guise. J'attends tranquillement les soirs. Lorsqu'il n'y a pas de vent, je suis en bas de ma toile et je conditionne selon la direction que je veux. Mais souvent aussi, j'allume la fumée à une certaine fréquence. Je fais certains mouvements et de manière brute, spontanée, ça sort ce qu'elle sort. C'est vrai qu'on parle du fait de vouloir briser les règles, mais sans ces règles, je ne penserais pas être là en fait. Il n'y a plus cette notion de vouloir bien faire les choses de manière académique. Mais on a toujours ce souci-là de vouloir parfaire la toile. Au-delà de ce que je fais, ça peut paraître brut, mais il y a un certain sens de la précision dedans que je recherche. Et je ne suis pas quelqu'un de satisfait. Quand la toile ne me parle pas, ce n'est pas la peine. J'ai une vision vraiment apocalyptique de la vie. On m'a toujours dit que je manquais d'amour et tout, de douceur. Je ne sais pas cacher. Ce sont tous mes états d'âme, ma manière de voir le monde. Donc, forcément, c'est que mes émotions à 100%. Il n'y a rien de factice, il n'y a rien de fou là-dedans. C'est tout moi, en fait. Et tu te considères comme quelqu'un de sombre? Non, je suis quelqu'un de jovial. Mais je ne sais pas d'où est née cette personnalité-là. C'est vrai que souvent j'ai de l'humour noir, mais de nature, mon entourage sait que je suis quelqu'un qui aime beaucoup profiter, qui aime la famille, tout. Mais moi, mes préférences sont plus peut-être gothiques, sombres. Toutes mes œuvres qui vont apparaître, il n'y a aucune teinte claire. Même si elle est claire, tu sauras que c'est du sombre. Ma teinte préférée, c'est le noir. Ça tenait qu'à moi, sur l'intérieur de ma maison, tout sera en noir. Mais, vu qu'on vit, on a un entourage et tout, on ne veut pas tellement faire peur. Donc, voilà, je m'adapte. C'est vrai qu'il y a certaines couleurs ici. Même si vous remarquez dans les tableaux choisis, les teintes même ne s'éloignent pas du noir. Soit un marron, soit un gris. J'ai fini par l'assumer, je ne peux pas fuir parce que même quand je me mets à peine, je ne peux pas me détacher de cette identité-là. Il y aura toujours un grain de tristesse. Donc j'ai fini par accepter. J'aime pas les images figées. J'aime pas accepter ce qui est. Et même si c'est une vérité, j'aime toujours créer des sous-entendus. J'aime toujours susciter la réflexion. Donc, l'objectif premier de mon travail, c'est de percevoir la peur comme, je dirais pas un aspect positif de la vie, c'est de l'accepter. C'est quelque chose de normal. Mais l'être humain a tendance à fuir sa souffrance. On aime beaucoup parler de sa souffrance, mais de manière intime, comme si c'était un jouet, un cadeau. On aime souffrir, mais on n'aime pas accepter. Mais moi, mon travail, de manière brute, il est là, tu assumes ou pas. Il dit les choses tout haut, telles que certaines personnes le cachent en fait. Tout découle de mon imaginaire. Tout découle de mon imaginaire. Je peux passer voir une scène et puis je l'imagine, mais de manière sombre. On peut être des libres penseurs, on peut avoir une entité, on peut être dans un groupe, il n'y a pas de problème. J'aime pas ces trucs de convention en groupe. On peut échanger des idées, il n'y a pas de problème. On peut avoir une doctrine qu'on respecte. Mais à la longue, moi, j'aurais d'autres aspirations. C'est ma nature. Je ne veux pas rentrer dans ce discours africaniste de dire retour aux sources, ouais, on nous a volé, blablabla, non, rien à voir. Mais
je suis un peu dans cette quête-là. Même si je ne veux pas me porter au dos comme si on avait perdu quelque chose, quoi que ce soit. Je ne cherche pas à déférer la chronique, hein, mais c'est un peu ça. Je suis un gros rêveur, ça, je ne le cache pas. Mais un rêveur sombre, voilà. Orange vous a présenté Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.